Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons vu que le mandat de De Gaulle avait commencé par des ambiguïtés en ce qui concernait l'Algérie, que, que ses partisans avaient eu le plus grand mal pour se faire une opinion de sa position. Et nous avons vu ensuite qu'il y a eu un grand tournant qui a été amorcé, grand tournant au cours de l'été 1959, mais ce grand tournant n'est pas encore achevé. Et le 19 septembre 1959, De Gaulle fait une allocution où il définit ses préférences. Alors ces préférences, quelles sont-elles? Eh bien, nous sommes dans le 19 septembre 1959 et voici la façon dont l'écho d'Alger en rend compte. Le général de Gaulle demandera aux Algériens, dans un délai de 4 ans après le retour de la paix, donc cette formule montre que De Gaulle privilégie d'abord le cessez-le-feu, et lorsque le cessez-le-feu aura été obtenu, il y aura des négociations, donc négociations entre trois solutions, la sécession, la francisation et l'association. La sécession, c'est l'équivalent de l'indépendance. Mais pour De Gaulle, c'est une solution qu'il rejette. Il rejette parce que la sécession serait synonyme de misère, de chaos, d'égorgement généralisé. Donc, tout terme qu'il emploie pour définir la sécession. Donc, à rejeter. Deuxièmement, la francisation. Bon, c'est l'autre terme pour définir l'Algérie française. La francisation, il admet, mais il admet sans chaleur, sans enthousiasme. S'il faut se résoudre à cela, pourquoi pas? Mais ce n'est pas la solution qu'il préfère. La solution qu'il préfère, c'est la troisième. C'est l'association. C'est-à-dire, pour employer ces termes, un gouvernement des Algériens par les Algériens. Entendons-nous? Les Algériens, ce sont tous les Algériens. Ce sont les Européens d'Algérie, ce sont les Juifs, ce sont les Kabyles, ce sont les Arabes. Donc, ils forment tous un peuple qu'il appelle les Algériens. Donc, gouvernement des Algériens par les Algériens. Et ce gouvernement aura l'aide de la France. Bref, il faut mettre fin au régime colonial. Je vous rappelle que De Gaulle n'a jamais été un officier colonial. Voilà les solutions qu'il propose. Le recours à l'autodétermination qu'il n'envisage pas, c'est la solution du GPRA. Mais la solution de l'indépendance, ce serait pour lui la pire des solutions, ce serait la sécession. Et la sécession qui ne pourrait être mise en œuvre que par l'autodétermination, c'est-à-dire le choix des habitants de l'Algérie elle-même. Mais pour l'instant, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le cessez-le-feu, c'est-à-dire la pacification, ce qui avait été proposé par le gouvernement Guy Mollet en 1957. Donc la pacification, mais est-ce que ce sera une pacification sans fin? Et il laisse un délai de 4 ans, qui est tout à fait considérable. Bref, il évite ainsi de négocier avec le GPRA, puisqu'il négociera au bout de 4 ans, et au bout de 4 ans, que se passera-t-il? On n'en sait rien, mais peut-être qu'il y aura des représentants, dont des Algériens, à ce moment-là. Bref, voilà ces propositions qui font éclater les divergences parmi le camp gaulliste. Elles les font éclater au grand jour, parce que parmi les gaullistes, un certain nombre d'entre eux sont favorables à l'Algérie française, et que là, effectivement, ils proposent l'association. Le Parti communiste français, qui est resté une force tout à fait considérable encore à ce moment-là, considère que la guerre sera encore longue et qu'elle est due au pouvoir personnel de De Gaulle, dont le Parti communiste fait campagne contre le pouvoir personnel de De Gaulle et il voit dans ce pouvoir personnel donc une des raisons de prolongation de la guerre. En Algérie, le FLN décide d'intensifier les attentats et la guérilla, c'est-à-dire rejette ces trois solutions. Et Chal, le général Chal, qui a reçu le commandement des troupes en Algérie, on va le voir dans un moment, le général Chal veut faire prendre la guerre à son compte par
la population musulmane. Pour le dire d'un mot très simplement, mais nous l'avons déjà vu, ce sont les harkis. Le FLN, lui, c'est pour l'indépendance. Mais s'il y a un vote, par exemple, en faveur de l'autodétermination, c'est-à-dire non pas l'association, l'indépendance, l'autodétermination, à quoi sert-il? Puisque lui, justement, il se bat pour que l'Algérie soit indépendante. Mais elle sera indépendante grâce à une conquête du gouvernement provisoire de la République algérienne, et non grâce au suffrage universel. Et de plus, s'il y a un cessez-le-feu, si le cessez-le-feu est accepté, est-ce que tous les maquis accepteront de mettre fin au combat? De toute façon, il pose un principe qui est difficilement acceptable par la France, c'est l'intégrité du territoire national du point de vue du GPRA. C'est-à-dire que lorsque l'Algérie deviendra indépendante, c'est l'ensemble du territoire algérien qui sera indépendant. Et l'ensemble, cela veut dire, y compris le Sahara, avec les gisements de pétrole et de gaz naturel. Quant à De Gaulle, pour l'instant, il propose pour la seconde fois simplement la paix des braves, c'est-à-dire qu'il espère toujours dans le cessez-le-feu et que le FLN déposera les armes. Il ne parle pas de rebelles, mais il parle d'insurgés. C'est une nuance de vocabulaire. Insurgé, on s'insurge contre quelque chose qui est injuste. Rebelle, c'est beaucoup plus discutable, bien entendu. Mais le FLN, lui, propose des négociations avec Ben Bella. Ben Bella qui a été fait prisonnier au moment où l'avion du roi du Maroc a été détourné par l'aviation française dans les eaux internationales, ce qui, bien entendu, était pas un délit, mais qui n'était pas dans les usages internationaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc cela n'aboutira pas parce que les Européens d'Algérie ont très peur d'être abandonnés par la France s'il y a des négociations. Mais pourtant, on s'achemine progressivement vers l'autodétermination. Mais pour l'instant, le problème pour De Gaulle, c'est d'affirmer la primauté du pouvoir politique sur le pouvoir militaire. Alors entendons-nous, De Gaulle est un général. On a l'habitude de dire le général de Gaulle. Il faudrait dire le président de la République, Charles de Gaulle. De Gaulle n'a pas son pouvoir parce qu'il a été général, il a son pouvoir parce qu'il est devenu président de la République, parce qu'il a été élu par 80 000 grands électeurs. Donc, il faut que le pouvoir politique affirme sa primauté sur le pouvoir militaire, alors que le pouvoir militaire, jusqu'à présent, a fait pratiquement ce qu'il a voulu en Algérie. Donc, il faut imposer ce pouvoir politique aux ultras. Alors, qu'appelle-t-on les ultras? Les ultras, d'abord, ce sont ceux qui sont pour l'Algérie française. L'Algérie française, et ce sont ceux qui se sont inspirés de l'histoire de France lorsque Napoléon avait été pour la seconde fois chassé du pouvoir. Louis XVIII était revenu et Louis XVIII avait octroyé une charte et il avait organisé des élections, non pas au suffrage universel, mais au suffrage censitaire, c'est-à-dire c'était en fonction du montant d'impôt que l'on payait que l'on pouvait voter. C'était le pays légal, par opposition au pays réel. Donc les ultras, ce sont ceux qui, sous Louis XVIII, étaient plus royalistes que le roi. Et ils avaient gagné les élections au suffrage censitaire. Dans les ultras, ce sont ceux qui sont absolument pour l'Algérie française et qui ne veulent pas discuter d'une éventuelle négociation avec le FLN. Donc, primauté du pouvoir politique doit s'affirmer, et doit s'affirmer aux ultras. En même temps, c'est une période où il y a, je dirais, de nombreuses rumeurs qui se répandent,
et les députés se sentent menacés parce que des listes circulent avec le nom de personnalités à abattre. Des commandos de tueurs seraient prêts à abattre un certain nombre de personnes qui auraient manifesté leur opposition totale à l'Algérie française et qui seraient pour une paix en Algérie, une paix bradée, diraient les partisans de l'Algérie française. Donc ces listes circulent et un homme est plus particulièrement visé par ces listes, c'est François Mitterrand. François Mitterrand qui était un adversaire de De Gaulle dès son élection et qui est accusé d'avoir monté un faux attentat. Un faux attentat qui en fait est un attentat qui a été monté de façon, je dirais, de façon convenue par des politiciens de droite et même d'extrême droite, pour faire croire que Mitterrand était visé, et en fait pour que Mitterrand puisse utiliser le fait d'avoir échappé à un attentat pour devenir un personnage encore plus important. Or, la justice rendra son verdict et reconnaîtra que un faux attentat a été monté contre De Gaulle dans une affaire qu'on appelle l'affaire de l'Observatoire et qu'elle a été montée par des politiciens, quelques politiciens de droite. Mitterrand étant à ce moment-là sénateur de la Nièvre. Donc voilà, menaces contre certaines personnalités, faux attentats contre François Mitterrand et mésaventures du général Massu. De quoi s'agit-il? Le général Massu avait été un des chauds partisans de De Gaulle. Il est gaulliste. Il avait fait appel à De Gaulle, il avait été un de ceux qui avaient fait appel à De Gaulle lorsque s'était formé le comité de salut public à Alger le 13 mai 1958. Or, Massu, qui est toujours en Algérie, il est ici, vous le voyez sur cette photo, en conversation avec un homme qu'on voit de trois quarts, qui est très certainement Jacques Soustel. Donc, Massu va donner une interview à un journaliste allemand. Alors, il donne une interview non parce qu'il est journaliste, non parce qu'il est allemand, mais parce que cet homme est un parachutiste, un ancien parachutiste. Et que Massu se sent, je dirais, en harmonie avec quelqu'un qui a été un ancien parachutiste. Et il lui donne une interview et il lui parle, je dirais, sans barrière, sans phare. Il dit qu'il ne comprend plus De Gaulle. Il est gaulliste, je répète. Hein. Il ne comprend plus De Gaulle. De Gaulle qui, pensait-il, allait garder l'Algérie à la France. Et Massu commande, pour le moment, en Algérie, Alger en particulier. Et donc, cette interview va profondément déplaire à De Gaulle, parce qu'il ne le comprend plus et il critique sa politique. Comment un militaire qui critique la politique du pouvoir civil? Mais cela ne se peut pas. Il est là pour obéir. Et Massu est rappelé en France. Et il rencontre De Gaulle. Il rencontre De Gaulle qui le convoque à l'Élysée. Et on entend dans les couloirs des éclats de voix, parce que les deux hommes ont une violente dispute. Donc De Gaulle demande des comptes à Massu, et Massu ne l'entend pas de cette oreille, donc il réplique, etc. Mais Massu ne reviendra pas en Algérie. Et voici la façon dont l'écho d'Alger en rend compte. Le général Massu, relevé de son commandement, ne reviendra pas à Alger. Il est remplacé par un autre général, qui est en l'occurrence le général Crépin. Donc, Massu, il est écarté du pouvoir. Et le gouvernement de De Gaulle, gouvernement qui est dirigé par Michel Debré, va donner les pleins pouvoirs à un civil, Paul Delouvrier, avec le général Chasles, qui a les pleins pouvoirs, mais d'un point de vue militaire. Donc un civil et un militaire. Celui qui, bien entendu, répercutera les instructions du gouvernement, c'est Paul Delouvrier. Et le général Chasles, bien entendu, est le militaire qui obéit. Mais va se produire un événement majeur à ce moment-là. Cet événement majeur,
c'est la construction de barricades à Alger, sur le plateau des Glières, et l'épisode des barricades va durer du 22 janvier au 1er février 1960. De quoi s'agit-il? Eh bien, ces barricades vont être construites par des étudiants de la faculté d'Alger qui sont dirigés par Pierre Lagaillarde. Pierre Lagaillarde, donc, qui est le président des étudiants d'Alger, va leur demander de construire donc un réduit dans le plateau des Glières. Il va être rejoint, donc Lagaillarde, par un cafetier d'Alger qui s'appelle Joseph Ortis. Donc Pierre Lagaillarde, voici comment ça s'écrit, et Joseph Ortis. Les voici tous les deux. Donc Pierre Lagaillarde se trouve à gauche. Il est en tenue léopard, il sera toujours en tenue léopard. Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. On le reconnaîtra ainsi, donc avec sa tenue léopard. Et c'est un grand gaillard qui est roux. Donc vous le voyez sur cette photo. Et à côté de lui, vous avez Joseph Ortis. Voici Joseph Ortis, toujours, qui vient de quitter les barricades. Et il est allé discuter avec les gens qui se sont installés dans les barricades. On voit l'amorce d'une barricade, vous le voyez derrière lui, assez loin derrière lui. Voici les barricades d'Alger, sur le plateau des Glières. Et voyez cette banderole, Vive Massu. Massu qui était celui à qui on faisait confiance. D'ailleurs, vous vous souvenez que lorsque apparaissaient au balcon Salan et Massu, on criait plutôt Vive Massu et on sifflait plutôt Salan. Donc Vive Massu et ces barricades qui sont faites de façon un petit peu hâtive. Et donc, derrière les barricades, vous avez à peu près 600 hommes qui sont des étudiants d'Alger. Dans le 22, les barricades sont construites. 23, rien de nouveau, on laisse faire. Le 24, les gendarmes mobiles et les compagnies républicaines de sécurité, c'est-à-dire les CRS, reçoivent l'ordre écrit. Très important, l'ordre écrit. On peut donner un ordre oralement, mais un ordre donné oralement peut toujours être nié. On peut toujours dire non, j'ai jamais reçu cet ordre-là. Il n'y a pas de preuve concrète. Là, l'ordre est écrit, donc on ne peut pas s'y soustraire. Donc les gendarmes mobiles et les CRS ont l'ordre de réduire les barricades. Ils sont armés, bien entendu. Et derrière les barricades, ils sont aussi armés. Il y a des armes partout en Algérie. Et ils ont la possibilité de répliquer à des tirs qui viendraient des barricades. Si on leur tire dessus, ils doivent répliquer. Mais en même temps, les Européens d'Algérie viennent soutenir ces étudiants qui ont bâti à la hâte ces barricades. Et les barrages de police cèdent devant les Européens qui y arrivent. Ils sont 8 à 10 000 environ manifestants qui viennent rejoindre donc ceux qui se sont installés derrière les barricades. On demande à l'armée de soutenir les gendarmes mobiles et les CRS. L'armée, à Alger, ce sont des régiments de parachutistes. Et ces régiments de parachutistes sont commandés par des colonels, et les colonels refusent de faire marcher leur régiment contre les barricades. Donc vous voyez ici Lagaillarde, Pierre Lagaillarde, avec cette barbe et ce collier, qui se dirige vers un officier qui commande des parachutistes. Il va sans doute lui serrer la main. Derrière, vous avez Joseph Ortis qui arrive aussi. Et vous voyez au fond, donc, ces soldats en uniforme, ils portent cet objet brillant sur leur poitrine, sur leur tenue léopard, c'est le brevet de parachutiste. Donc, ce sont des régiments parachutistes qui sont là. Et vous voyez un musulman qui est assis, c'est sans doute un ancien combattant qui a rejoint donc les étudiants qui ont construit ces barricades. Donc voici, et la foule qui est là, la foule qui est derrière. On leur apporte également, à ces parachutistes, également, de quoi se sustenter. Et vous voyez cette femme qui leur apporte, on dirait, des sandwichs. Donc ils gardent les barricades, ils refusent de les réduire, mais ils sont présents.
Mais tout à coup, une fusillade éclate. Fusillade éclate, dirigée contre les gendarmes. Tir nourri contre les gendarmes, qui répliquent. Il y a 14 morts. 14 morts à ce moment-là. On verra que l'évaluation des morts augmentera un petit peu. Donc 14 morts, et parmi ces 14 morts, 8 parmi les manifestants. Mais on relève aussi 123 blessés parmi les forces de l'ordre. Or, on constate que les blessures de ces gendarmes mobiles et des CRS sont causées par des munitions de mitraillettes Thompson. Or, ni les gendarmes mobiles, ni les CRS n'ont ce type d'armes en usage. Autrement dit, ils ont reçu des projectiles venant d'en face, et donc des mitraillettes Thompson. Mais les rumeurs circulent, et les rumeurs circulent très rapidement. Les gendarmes mobiles et les CRS ont le sentiment qu'on leur a tendu un guet-apens, c'est-à-dire un piège, une embuscade, et qu'ils ont été victimes de cela. Pour les Algérois, ce sont les gendarmes mobiles et les CRS qui ont tiré sur une foule inoffensive. Donc chacun, vous le voyez, criminalise celui qui est en face, c'est lui qui nous attire dessus, donc c'est lui qui est le coupable. Et les colonels refusent toujours de faire marcher leurs hommes contre les barricades. Ils se contentent de garder le périmètre. Et pendant ce temps, vous avez toujours quelques manifestants qui sont arrivés avec des drapeaux tricolores, vous le voyez. Vous avez également une tentative de fraternisation, mais les fraternisations n'auront que fort peu d'influence à ce moment-là. Elles auront été plus importantes en juin 1958 qu'au moment des barricades. Donc, on voit là sur cette photo quelques femmes européennes qui accompagnent quelques femmes musulmanes qui sont voilées. Donc, on essaie de montrer qu'il y a une fraternisation, mais très peu, et elle n'a pas d'ampleur. Mais pendant ce temps, voilà, l'écho d'Alger paraît. Vous voyez que l'écho d'Alger paraît pour les 24 et 25 janvier 1960. Donc, journée tragique dans la lutte pour le maintien de l'Algérie française, le sang a coulé à Alger. Bilan officiel à 23h, 19 tués, 141 blessés. C'est après une journée de manifestation qu'une fusillade a éclaté au plateau des Glières entre gendarmes mobiles qui chargeaient et les hommes d'une barricade. Un fort contingent de manifestants reste barricadé à l'intérieur des facultés. Le général Chasles décrète l'état de siège. Tout rassemblement de plus de 3 personnes est interdit. Bon, et voyez aussi, dernier titre, des régiments de l'intérieur convergent sur Alger, j'en reparlerai. Et puis un éditorial, nos morts, tous nos morts. Bon, est-ce que tous nos morts sont tombés du même côté? Pas tout à fait, puisque les uns s'étaient soulevés contre une décision qu'ils imaginaient du gouvernement de Michel Debré et un dernier ressort de Gaulle. Donc voilà, il y a les morts de ceux qui sont derrière les barricades et les morts de ceux qui devaient réduire les barricades. Mais en même temps, un cordon de sécurité est établi, vous le voyez. Vous voyez les parachutistes qui sont là, qui sont en train de parler avec ceux qui sont de l'autre côté des barricades. Là, c'est un autre aspect de la barricade, on a mis des sacs pour se protéger, ce ne sont pas des pavés. Et Joseph Ortiz décide qu'une grève générale sera organisée par les Européens, par les commerçants dans Alger. Donc nous sommes le 25 janvier, et donc la grève générale est très suivie à Alger. Mais De Gaulle veut en finir au plus vite, d'autant plus qu'autour de lui, la métropole fait bloc, avec l'opinion publique surtout, qui ne comprend pas ce qui se passe en Algérie et qui de toute façon veut sortir de cette guerre qui se déroule sur ce sol. Donc De Gaulle va en finir. Il est également soutenu par les partis politiques.
au premier rang desquels l'UNR, Union pour la Nouvelle République, qui le soutient, mais en même temps, le journal qui est considéré comme un journal représentatif de l'armée et qui s'appelle Bled. Le Bled, c'est, je dirais, le sud profond, la campagne profonde. C'est l'endroit où on a quadrillé avec l'armée française. Donc il y a un quadrillage qui a été organisé. Et l'armée prend position à travers ce journal. Et voici ce qu'elle dit. La barricade ne sépare plus. Elle unit civils, territoriaux et militaires. Autrement dit, l'armée est du côté des mutins, de ceux qui se sont révoltés contre le gouvernement légal de la République, donc représenté par De Gaulle et Michel Debré. Le 26, ce sont les obsèques des victimes de la fusillade. Et les ultras en profitent pour essayer d'étendre la rébellion au-delà de leur réduit. Il faut dire qu'après le 13 mai 1958, où un comité de salut public s'était constitué à Alger, des comités de salut public s'étaient organisés un petit peu partout en Algérie. Et que donc, c'était une occasion de profiter de cela pour développer l'idée de l'Algérie française, qui était déjà très forte parmi les Européens, bien entendu. Et la foule converge vers les barricades. Donc, vous voyez que les barricades, vous les avez au premier plan, et la foule qui converge vers ces barricades, mais il n'y a pas de fraternisation, ou alors elle est purement symbolique. Quant à Delouvrier et Chasles, ils trouvent prudent de se mettre à l'abri dans une base militaire. Dans une base militaire, et c'est la base de Régaïa, où Delouvrier et Chasles trouvent refuge. Alors, la base de Régaïa, voilà, là, ils sont à l'abri d'un soulèvement éventuellement d'Alger. Mais le 29, De Gaulle, en uniforme, apparaît à la télévision et il condamne. Il condamne d'une part les ultras qui veulent toujours l'Algérie française. Et vous savez que l'armée est contre la négociation. Donc l'armée étant contre la négociation, de fait, elle est pour l'Algérie française. Il condamne également ce qu'il appelle les rebelles algériens, c'est-à-dire le FLN. Et il exige que le cessez-le-feu ait lieu avant des négociations, comme il le disait dans son allocution du 19 septembre 1959. Il condamne également les Français d'Algérie qui refusent l'autodétermination. Il emploie ce mot-là, peut-être pour la première fois, c'est-à-dire qu'il laisse la perspective d'une consultation des Français de France et d'Algérie sur l'idée d'autodétermination. Mais en même temps, il demande aux militaires de liquider la rébellion, car il faut obtenir avant les négociations le cessez-le-feu. Mais tout cela fait que le moral des assiégés est en baisse. Et le 30 janvier, des messages de fidélité affluent de la part des officiers des sections administratives spéciales en direction de Delouvrier. C'est-à-dire, ces officiers des sections administratives spéciales, ce sont ceux qui ont développé l'enseignement en Algérie. C'est-à-dire que certains appelés sont devenus instituteurs dans ce cadre-là. Certains appelés sont devenus infirmiers dans ce cadre-là. Donc on a diffusé davantage de soins, on a apporté l'instruction de façon ponctuelle, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas la majorité des Algériens qui bénéficient de cela. Mais en même temps, on a lancé un plan qui est le plan de Constantine. Le plan de Constantine, c'est un plan de 5 ans de développement économique de l'Algérie, car on n'est pas encore sur une logique, on n'était pas à ce moment-là sur une logique d'indépendance. Donc, les officiers de ces sections administratives spéciales envoient des messages de fidélité à Delouvrier.
Donc, ce qui est bien sûr un renfort tout à fait appréciable. Également, on envoie vers Alger des régiments qui se trouvent dans le bled, qui quadrillent le territoire algérien. Donc on les envoie vers le bled pour bloquer les barricades. Donc ce sont des soldats du contingent qui sont envoyés pour bloquer les barricades. Mais à ce moment-là, ceux qui veulent partir peuvent partir. On bloque les barricades, mais ceux qui veulent quitter le réduit défini par les barricades peuvent sortir. Ils étaient 600 à peu près. Bien, un certain nombre s'en vont. Combien? On n'en sait rien exactement. Mais le 31 janvier, Paris estime que maintenant, il faut obtenir la reddition de ceux qui se sont soulevés contre le gouvernement. Et le réduit est bloqué, le réduit du périmètre défini par les barricades est bloqué par 2 régiments de chars que vous voyez ici. Donc la barricade est plutôt symbolique, hein, on ne voit que des planches, mais les chars se mettent en place et bloquent les barricades. Donc ça signifie que les rebelles ou les mutins ou ceux qui se sont soulevés contre le gouvernement doivent faire leur reddition. Voici la reddition telle qu'elle a été photographiée, avec devant Pierre Lagaillarde, qui considère que les conditions de la reddition sont conformes à l'honneur militaire bien entendu, et donc il se rend suivi par tous ceux qui l'ont suivi dans cette aventure. Alors Pierre Lagaillarde sera arrêté et sera envoyé à la Santé. La Santé, qui est une prison bien entendu, à Paris. Et ses compagnons seront envoyés dans un camp, c'est le camp de Zeralda, qui était un camp où ils vont former un commando. C'était un camp du 1er régiment étranger parachutiste, le 1er REP. Et là, ils vont former un commando qui s'appellera le commando Alcazar, ce qui en dit beaucoup sur les options politiques de ces hommes. L'Alcazar, c'était une forteresse à Tolède où la garde civile, pendant la guerre d'Espagne, avait résisté aux républicains pendant un certain temps, pendant quelques semaines, avant que Franco ne vienne débloquer l'Alcazar. Donc, se situe politiquement à l'extrême droite. Donc, ils vont former un commando jusqu'en avril 1960, puis ensuite ils seront renvoyés à la vie civile. Mais la priorité du pouvoir civil a été rétablie. Donc ceux qui avaient osé se soulever rentrent dans le rang, Pierre Lagaillarde est arrêté, les organisations activistes, les activistes, ce sont les ultras, ça veut dire exactement la même chose. Donc les organisations activistes sont dissoutes, des officiers sont rappelés en métropole et des généraux sont relevés de leurs fonctions. Donc maintenant, je dirais, la parole est à la politique. La politique, ça veut dire trouver une solution à la guerre d'Algérie. Revenons à la tournée des popotes, parce que De Gaulle a fait plusieurs tournées des popotes en 1959-1960. Et Ferhat Abbas va intervenir après, je dirais, l'épisode des barricades. Et voici ce qu'il va dire. Et ce qu'il dit est particulièrement important. L'Algérie, dit-il, est le patrimoine de tous. Elle est à tous les Algériens, quelle que soit leur origine. Autrement dit, que l'on soit européen, que l'on soit juif, que l'on soit kabyle, que l'on soit arabe, eh bien, on est tous algériens. Et donc, l'origine est diverse, mais tout le monde forme un même peuple. Et il ajoute, il y aura de la place pour tous, du travail pour tous. Mais il demande le 29 février 1960 que l'on reconnaisse le droit à l'autodétermination qui serait une étape décisive pour la paix
en Algérie. Alors, De Gaulle, à ce moment-là, alors Ferhat Abbas, pardon, voici, on l'avait déjà vu, mais voici que je vous rappelle comment cela s'écrit. Mais en même temps, il faut bien tenir compte du fait que l'armée est hostile à la négociation. L'armée, en tout cas les officiers qui s'expriment, sont pour la francisation. Et je vous rappelle que les colonels avaient refusé de réduire les barricades. Les colonels des régiments parachutistes avaient refusé de réduire les barricades. Donc l'armée reste hostile à la négociation. Et De Gaulle, à ce moment-là, propose une Algérie algérienne liée à la France. De Gaulle est hostile à la francisation, c'est-à-dire en fait à l'Algérie française. Et il a une phrase qui dévoile sa pensée. À ce moment-là, il dit « Les Algériens ne peuvent être ni des Provençaux, ni des Bretons. » Donc, il reconnaît de ce fait qu'il y a une spécificité de l'Algérie. L'Algérie est algérienne, mais, précise-t-il, elle doit être liée à la France. Ce qu'il propose, c'est l'association. L'association, pas la francisation et pas la sécession. Il propose l'Algérie algérienne associée à la France, liée à la France, le 14 juin 1960. Il ne veut pas que la France s'enlise dans une guerre coloniale. Et il a le sentiment que, ce qui est une réalité d'ailleurs, que l'armée est victorieuse sur le terrain, car l'ALN, l'armée de libération nationale, est épuisée. Épuisée pourquoi? Parce que vous savez qu'il y avait deux barrages électrifiés. Surtout le plus important se trouvait du côté de la Tunisie et de l'autre du côté du Maroc. Mais du côté de la Tunisie, c'était le barrage Maurice. Et en Algérie se trouvaient des camps d'entraînement de l'ALN, mais il fallait franchir cette ligne électrifiée, ce qui était devenu extrêmement difficile, extrêmement coûteux en vie humaine. Et donc, l'armée française est victorieuse sur le terrain, ou sur le point de l'être, elle n'est pas totalement, il n'y a pas le cessez-le-feu, parce qu'il y a toujours des attentats, et il y a toujours des embuscades. Mais elle est épuisée parce qu'elle est réduite à ses seules forces à l'intérieur du territoire algérien. De plus, le GPRA se prononce très clairement pour l'indépendance. Il bénéficie de l'appui de l'opinion internationale. Et il a le soutien de la Chine, officiellement, de la Chine qui est approuvée par l'URSS. Et voici ce que De Gaulle, à peu près à ce moment-là, dit dans une courte allocution. Alors voici ce qu'il dit. Une fois de plus, je me tourne au nom de la France vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous attendons ici pour trouver avec eux une fin honorable aux combats qui se traînent encore. Combats qui se traînent encore. Donc ça signifie que l'ALN est épuisée, ne peut pas remporter une victoire militaire, que l'armée française est sur le point, par les méthodes qu'elle employait, discutables pour beaucoup, par les méthodes qu'elle employait, donc de remporter la victoire. Alors il continue, régler la destination des armes, assurer le sort des combattants, après quoi tout sera fait pour que le peuple algérien ait la parole dans l'apaisement. Autrement dit, d'abord il faut remporter la victoire, d'abord le cessez-le-feu et ensuite les négociations, ce qui peut être une pacification sans fin. Mais bon, voilà la position de De Gaulle, mais il a accepté l'idée d'autodétermination à travers peut-être l'Algérie algérienne liée à la France. Alors, quelle est la réaction des intégrationnistes? Les intégrationnistes, ce sont ceux qui sont favorables à l'Algérie française. Alors, il s'agit surtout de Bidault et de Soustelle. Soustelle, nous le savons, Bidault faisait partie du MRP et peu à peu, il avait connu une évolution, pour ne pas dire une dérive, vers, je dirais, le maintien de l'Algérie dans la communauté, dans l'Union française,
mais en même temps, si vous voulez, il considérait que faire des concessions, c'était brader l'Empire. Donc pour lui, tout cela était inacceptable, au même titre que pour Soustelle, bien entendu. Alors, les deux hommes se fondent sur 4 principes. Premièrement, l'intégrité du territoire. L'intégrité du territoire, c'est-à-dire la France et l'Algérie, qui n'en constitueraient qu'un, par l'intégration de l'Algérie à la France. Ce serait le deuxième principe. Troisième principe, ce serait le refus de l'Algérie algérienne, liée à la France. L'Algérie française pour eux, point. Et le quatrième principe, ce serait le refus de toute négociation. Bien entendu, les Européens d'Algérie approuvent cela, car ils ont peur justement d'être abandonnés. Mais en métropole, alors Bidault et Soustelle, vous saviez l'écrire, Bidault, je vous rappelle son orthographe de son nom, mais en métropole, c'est une vague d'espoir considérable, parce que pour les jeunes qui font leur service militaire, ils le font en Algérie. Donc ce serait la fin du service militaire en Algérie, ce serait la fin d'un long service militaire. Pourquoi faire? Pour faire la guerre. Et à la guerre, on y meurt. Et il y a des morts parmi les jeunes qui sont envoyés en Algérie. Mais il n'y a pas que la jeunesse métropolitaine, il y a aussi les partis de gauche qui avaient toujours demandé la paix en Algérie. Et il y a aussi l'UNR, c'est-à-dire les partisans de De Gaulle, l'Union pour la Nouvelle République. C'est-à-dire qu'on commence à entrevoir la fin de cette guerre. Entrevoir, je dis bien, avec, je dirais, prudence. En Algérie, les masses algériennes sont maintenant favorables, effectivement, à des négociations. Et qu'on en finisse, que la paix soit enfin là, et que l'Algérie soit indépendante. Alors, la paix en Algérie et l'indépendance. D'abord, on va ouvrir des pourparlers le 25 juin 1960. Des pourparlers qui sont négociés, la forme de ces pourparlers négociés par deux émissaires algériens, Ahmed Boumendjel et Mohamed Ben Yahya. Ahmed Boumendjel, vous connaissez peut-être ce nom parce qu'il y a 3 ou 4 jours, il a été cité dans les médias parce que la France a reconnu que Ali Boumendjel, le frère donc de Ahmed, en 1957, donc avant, avait été torturé et liquidé par l'armée française. Donc c'est quelque chose qui a été reconnu tout récemment, et donc on a parlé de Boumendjel, mais là il s'agit de son frère bien entendu, qui négocie la forme que prendront les négociations finalement. Alors voici ceux qui devraient négocier avec les émissaires français. Donc les voilà, ils arrivent avec leur dossier, dans leur serviette, etc. Et voici les négociateurs français qui arrivent. Ils arrivent où? Ils arrivent à Melun, à la préfecture de Melun, parce que c'est là que les négociations doivent avoir lieu. On peut se demander quelles sont les positions. Alors, les négociations, elles sont courtes, du 25 au 29 juin 1960. Elles sont courtes, ce qui veut dire qu'elles échouent. Pourquoi échouent-elles? Quelles sont les positions en présence? Elles échouent parce que, du côté français, De Gaulle a cru que le moment était venu de négocier le cessez-le-feu. Parce que le chef de la Wilaya 4, la Wilaya 4, c'est une grande division administrative du FLN qui recouvre l'Algérois, tout l'Algérois, Alger et son arrière-pays. Donc le chef de la Wilaya 4 était prêt à négocier. Et un émissaire avait rencontré des conseillers de De Gaulle et cet émissaire avait expliqué que voilà, le chef de la Wilaya 4 était prêt à discuter d'un cessez-le-feu. Il sera exécuté par la suite, hein. Mais à ce moment-là, voilà, il propose des négociations. Et De Gaulle pense que c'est l'ensemble du FLN qui est prêt à négocier. Alors, ce cessez-le-feu, c'est ce qu'il avait dit, préalable à l'autodétermination. Il emploie le mot, c'est-à-dire que cette fois, ce seront les Algériens, tous les Algériens,
européens et musulmans, qui se détermineront sur leur avenir. Mais les Français ne veulent discuter que du cessez-le-feu. Ils ne veulent pas entendre parler de négociations sur un accord. C'est exactement le schéma de la Grande Guerre. C'est-à-dire que d'abord, on a signé un cessez-le-feu, et le cessez-le-feu, c'est l'armistice du 11 novembre 1918, et le traité de paix, c'était le traité de Versailles du 28 juin 1919. Alors là, c'est un cessez-le-feu, c'est-à-dire un armistice, les armes se taisent, et ensuite on discute d'un accord qu'on n'appellera pas traité. Ce sont les accords d'Évian, mais qui viennent ensuite. Donc pour les Français, on ne va discuter que du cessez-le-feu. Pour les Algériens, certes, on peut discuter du cessez-le-feu. C'est un élément de la discussion, mais ce n'est pas le but ultime de la rencontre. Le but ultime de la rencontre, c'est l'indépendance. Le FLN également demande qu'on le reconnaisse comme le seul représentant du peuple algérien. Or, vous savez qu'il existe aussi le mouvement national algérien de Messali Hadj. Et qu'entre le FLN et le MNA, c'est une guerre qui est extrêmement violente. Et que le FLN, finalement, l'emportera. Et le FLN demande à être reconnu comme le seul représentant du peuple algérien. Il demande aussi de pouvoir circuler à travers la France et de prendre contact avec Ben Bella. Alors, les Français refusent tout cela. Refusent tout cela parce que ce n'est pas leur projet. Et les pourparlers sont rompus. Donc les positions de présence, elles sont opposées et les pourparlers sont rompus le 29 juin 1960. Et le 5 juillet, Ferhat Abbas a cette phrase qui, en fait, va être le schéma qui va être suivi. L'indépendance ne s'offre pas, elle s'arrache. Donc ça veut dire que la guerre continue. Il n'y a pas de cessez-le-feu, bien entendu. Les attentats sont toujours présents, en août 1960, mais la nouveauté, c'est que ces attentats sont perpétrés par des combattants en uniforme. C'est-à-dire que l'ALN s'affirme à travers un uniforme. On voit dans des villes, lorsqu'il y a des attentats, on voit donc des combattants en uniforme. Et De Gaulle a cette phrase qui montre qu'effectivement les négociations sont rompues. Tout ce qu'on donne, tant qu'on donne la parole au couteau, on ne peut pas parler de politique. C'est une phrase terrible, par l'emploi de mots. Le mot couteau. Le couteau, c'est l'arme du pauvre, de toute façon. Mais le couteau symbolise aussi, par le sang répandu, des pratiques barbares. Donc c'est une façon de dire au FLN, vous employez des méthodes barbares. Et en particulier, vous utilisez le couteau, et donc on ne peut pas parler de politique avec vous. Donc la guerre continue. Le FLN, je vous l'ai dit, je le répète, parce que c'est important, bénéficie du soutien international. Au moins, Melun aura eu un mérite. C'est d'une part de mettre fin à une idée fausse, l'idée de complicité entre De Gaulle et le FLN. On pensait, tout comme on pensait sous la Résistance, qu'il y avait une complicité entre De Gaulle et Pétain, Pétain étant le bouclier, De Gaulle étant le glaive, et que les deux hommes s'entendaient dans un projet commun. Et nous savons qu'il n'en était rien. Nous savons qu'il n'en était rien et que les deux hommes étaient dans deux camps totalement opposés. Mais cette idée qui avait trouvé une place en Algérie s'évanouit automatiquement parce qu'on se rend compte que les positions sont vraiment différentes. En même temps, il y a un certain nombre d'Algériens musulmans qui étaient à la fois gaullistes parce que De Gaulle était pour des réformes, parce que De Gaulle avait mis fin au double collège, il avait fait le collège unique, parce que De Gaulle avait fait le plan de Constantine,
qui permettait de développer l'Algérie d'un point de vue économique. Donc, certains musulmans étaient gaullistes, et anciens combattants aussi. Et ils étaient aussi nationalistes. Ils étaient partagés entre le prestige de De Gaulle, ce qu'avait fait De Gaulle, et en même temps l'indépendance de l'Algérie. Et bien, à partir de là, à partir de la fin des négociations à Melun, ils basculent dans le camp de l'indépendance. Et De Gaulle va préciser de son côté ce qu'il entend par coopération. Coopération économique. L'Algérie algérienne liée à la France, cela voulait dire effectivement coopération économique. Mais il précise que si il y a une rupture hostile, entendons l'indépendance, s'il y a une rupture hostile est le mot qu'il emploie, la France se préoccupera du sort des Français européens d'Algérie. C'est-à-dire que, à cette époque-là, aussi bien du côté du GPRA que du côté du gouvernement français, on voulait que les Français européens d'Algérie restent en Algérie, ce qui était maintenir une sorte de lien. Mais également, il fallait tenir compte, mais ce que le FLN avait accepté aussi. Les Européens devaient rester en Algérie. Pourquoi n'y resteront-ils pas? Nous le verrons. Donc, les Français, donc, je dirais, hypothèse de rester en Algérie, mais également, et si c'est hostile, mais la France prendra les mesures adéquates. Et également, elle prendra les mesures adéquates pour défendre ses intérêts. Ses intérêts, quels sont-ils? C'est l'exploitation du pétrole et du gaz naturel. Mais pour les Européens d'Algérie, c'est l'abattement. Car ils sentent que maintenant, on négocie. Les négociations à Melun ont échoué, mais il y en aura d'autres négociations. Et donc, ils vont être abandonnés. Alors voici effectivement une carte de l'Algérie avec le gaz et le pétrole algérien qui sont en violet. Et vous voyez que c'est dans la partie sud de l'Algérie, dans le Sahara. Alors maintenant, on arrive en 61 et De Gaulle sent que le moment est arrivé de poser la question de l'autodétermination. Donc vous voyez qu'il a essayé plusieurs solutions progressivement et qu'il en arrive finalement en 61 au référendum d'autodétermination. Ce référendum a lieu le 8 janvier 1961. C'est une date bien sûr très importante. Alors voici cette jeune personne qui peut-être vote pour la première fois, on votait à 21 ans à l'époque, à ce référendum. Oui ou non, on vote aussi bien en France, dans la métropole je veux dire, qu'en Algérie. Donc on doit se prononcer par oui ou par non. En Algérie, on vote, vous le voyez. Il y a des inscriptions en arabe. Et vous voyez que tout le monde est pour la paix. Tout le monde est pour la paix, mais tout le monde ne vote pas de la même façon. Vous voyez des affiches sur la droite, un petit peu, sur la droite, pour la paix. Non, non, non. Non au référendum. Et vous voyez ensuite les affiches où on voit De Gaulle. Oui pour l'Algérie nouvelle. Oui pour l'amitié. Oui pour De Gaulle. Et oui. Autrement dit, certains votent oui pour l'autodétermination et d'autres semblent voter non pour l'autodétermination ou au moins pour la paix. Alors, ça paraît peut-être un petit peu étonnant au premier abord. Alors voici, cette affiche on l'a déjà vue, elle était dans les panneaux électoraux. Les Algériens votent. Les Algériens votent. Les femmes votent. Les femmes algériennes votent. Ce sont des citoyens français puisque l'Algérie est française. Alors voici une affiche où on vous invite à voter non. La paix en Algérie est possible tout de suite. Donc quand on est pour la paix, on vote non au référendum. Alors que le référendum est pour l'autodétermination. C'est un peu étonnant. Par la négociation avec le GPRA.
Oui, mais la négociation a échoué. Sur le cessez-le-feu et les garanties de l'autodétermination. Ah, on parle encore de cessez-le-feu. Mais le référendum tourne le dos à l'autodétermination. Ah. Donc il faut voter non. C'est le Parti communiste français qui demande de voter non. Pourquoi, en fait? Mais parce qu'il considère que De Gaulle exerce un pouvoir personnel et que ce pouvoir personnel l'incite à poursuivre la guerre. Donc, le Parti communiste dit voter non, c'est voter pour la négociation et c'est voter pour la paix. Bon, c'est un calcul un petit peu, c'est un raisonnement un petit peu compliqué. Donc, le référendum a lieu le 8 janvier. Alors, les résultats du référendum, les voici. 25% votent non, 75% votent oui. Qui vote non? En métropole, ceux qui votent non, ce sont les communistes et ce sont quelques personnes connues, comme François Mitterrand, comme Pierre Mendès France, qui votent non au référendum, pour des raisons constitutionnelles. Donc, 25% non, 75% oui. Voici, je dirais, plus de détails. Et d'abord, quelle est la question qui était posée précisément? Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République? Donc, vous voyez qu'on ne dit pas le général de Gaulle. On dit bien le président de la République. Et concernant l'autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination. Autrement dit, on va demander aux populations algériennes, à toutes les populations algériennes, de se déterminer, de décider elles-mêmes leur avenir. Alors, au-dessus, on vous dit que le taux de participation est de 76% en métropole, de 59% en Algérie. Donc on a moins voté en Algérie. C'était pas dans les habitudes véritablement d'avoir un suffrage sincère. 75% des votants votent oui. Vous avez les résultats qui sont en dessous, vous le voyez, oui, 74,99%, 75% en arrondissant. 75% des votants votent oui. Pour l'Algérie seulement, en ce qui concerne le territoire algérien, 70% votent oui, donc un petit peu moins, parce que tous les Européens ont voté non. Certains musulmans, peu nombreux, ont voté non. Et cela correspond à 39% des inscrits. 30% votent non, soit 17% des inscrits. Donc vous voyez que le oui l'emporte largement, aussi bien en métropole qu'en Algérie. Vous avez le détail des résultats qui sont détaillés ici. Donc vous voyez, pour 17 400 000 contre 5 800 000. Donc en rassemblant toutes les voix. Donc la question, nous l'avons vue. Le résultat, nous l'avons vu aussi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment les négociations vont avoir lieu. Mais cela, nous le verrons la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.